qui vont popper, c'est ça? Ça y est, c'est parti. Salut Sébastien, Salut! bienvenue pour ce live. Avant de se lancer, est-ce que, quelques personnes connectées peuvent nous faire un petit retour, son là? N'hésitez pas à envoyer un petit message sur le Slack pour nous confirmer que tout est OK, de votre côté, que vous voyez bien, la vidéo, que, vous nous entendez bien. Pareil pour mon micro. Mmh. Bon, il y a toujours à savoir qu'il y a toujours un décalage là entre le moment où on parle Oui, c'est vrai. et le Et puis, moment où le public nous entend, de l'autre côté de leur écran. Bon, il y a rien qui arrive, alors soit on est tout seul, soit donc pas de pression, hein, soit c'est bon, son OK, image OK. un Merci décalage Thomas. sûrement. Donc aujourd'hui, bah, on n'est pas peu fiers de recevoir Sébastien qui nous arrive tout droit d'OVH. Pourquoi je le précise? Parce que OVH est, le nouveau partenaire de France DevOps. Donc merci à OVH Cloud de nous accompagner dans cette aventure, de nous rejoindre, voilà, et Sébastien en l'occurrence est, basé sur le site, de Nantes, d'OVH Cloud. Aujourd'hui, Sébastien, tu vas nous parler, d'enquête en production. Je pense qu'il y a besoin que les équipes, se mettent, en ordre de marche pour, résoudre des incidents en prod. C'est bien ça? Je me trompe pas? Exactement, oui, c'est ça. Très bien, bah, je te laisserai te présenter et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura une petite, séance de questions-réponses à la fin du live. Donc n'hésitez pas pendant le live à les poser, pareil, dans le chat et on les remontera à la fin et puis si ça vaut le coup, s'il y a un intérêt à ce qu'on coupe, la presse, de Seb pour la poser, on n'hésitera pas non plus à le faire. Donc voilà, posez vos questions pendant le live, on se prendra 5-10 minutes à la fin pour y répondre à tête reposée. Sébastien, c'est bon pour toi? Je te laisse la Yes, parole. yes, alors moi, je vais me présenter plutôt pendant la présentation parce que ça aura son intérêt. Je vais commencer par partager mon écran. Alors, on va prendre l'écran entier, hein, ce sera plus simple. Je sais pas si tu parles encore Thomas, mais je veux bien un feedback juste sur le partage de l'écran. C'est bon, on voit ton écran. OK, super! Eh bien, on va pouvoir commencer dans ce cas. Eh bien, déjà, merci à toutes et à tous d'être ici. Merci à France DevOps pour l'invitation. Donc comme on vous l'a dit, on va parler, de troubleshooting en production, on va parler, de gestion d'incidents, on va parler un peu d'enquête, tout ça. Moi, je vais commencer par me présenter donc, je m'appelle Sébastien Ferrer. Je travaille chez OVH Cloud en tant qu'ingénieur logiciel. Globalement, je fais ce métier depuis une bonne douzaine d'années et si je vous en parle, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est pour, vous allez voir que c'est un son intérêt pour introduire le sujet. J'ai travaillé en fait, j'ai commencé en tant que développeur web pendant 4 ans. J'étais apprenti à cette époque-là, j'étais un pur développeur et comme j'étais apprenti, je ne touchais pas vraiment à la production. Ensuite, j'ai été spécialiste en IA, mais principalement pour du proof of concept, donc là toujours pas de prod. Et après j'ai rejoint OVH Cloud, d'abord dans l'équipe IAM. Donc IAM, c'est tout ce qui gère, tout ce qui est autour de l'authentification et l'autorisation. Et là, il y avait de la prod, mais c'est pas moi qui m'en occupais. Et donc voilà, pour vous décrire un petit peu ma vie de développeur, en résumé, c'était en 3 étapes, git commit, git push et après je mets mes Jira en done et s'il y a des problèmes, eh bien c'est pas le mien. Voilà. Globalement, c'était un peu ça ma vision, un peu ça ma vie et puis j'ai rejoint donc l'équipe dans laquelle je travaille actuellement qui s'appelle Service Integration and Automation et c'est une équipe qui est globalement en charge de pas mal de projets, autour du SI interne d'OVH Cloud. Et donc, quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il allait y avoir pas mal de production, on m'a dit qu'il allait y avoir des incidents, parce que qui dit production dit incident. Et mon chef m'a alors donné 2 missions. Il m'a dit: Ce seront tes 2 principales missions, pour l'année à venir. D'abord, tu devras être capable de faire du run au bout de 3 mois et ensuite, tu devras être capable de rejoindre l'astreinte nuit et week-end 2 mois plus tard. Et ce à quoi je lui ai répondu: «C'est quoi le run?» Le run, en fait, c'est globalement ce qui va suivre l'étape de build. Build, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est la conception du projet, donc c'est la construction du projet, le fait de le développer, le fait de mettre en place
son infra, on le construit. Et le run, c'est tout ce qui va suivre, c'est la suite de vie du projet. Globalement, les maintenances, les opérations, tout ce qui concerne les systèmes en production. Moi, j'aime bien appeler ça l'astreinte de jour. C'est pas un terme officiel, mais je trouve que ça résume assez bien le fait que quand on fait du run, on est avant tout en direct. En fait, c'est vraiment la prise en charge du direct. Alors du coup, moi j'arrive, et je lui ai dit: «Oui, ça va aller». Je suis assez confiant, d'ailleurs là ça se voit, hein, le personnage il est assez confiant. Je lui dis: «Écoute, je pense que ça va aller». Je suis un peu dubitatif parce que j'ai pas encore fait beaucoup de production, mais j'ai déjà travaillé sur quelques projets et il m'a dit: «Oui, mais je te préviens, la difficulté dans cette équipe, c'est d'être capable de travailler sur plusieurs projets à la fois». Et là je lui ai dit: «Bah, t'inquiète pas, hein, j'ai pas toujours travaillé que sur un seul projet à la fois, j'ai déjà travaillé sur 2 ou 3 projets en parallèle». «Il y en a combien dans votre équipe?» «Il y en a, 4, 5». Il me dit: «Non, il y en a 50». Ah, là effectivement, c'est un peu nouveau pour moi et là je suis, un peu moins serein. Alors du coup, comment ça se passe quoi? Les copains de projet, j'imagine qu'il y a des incidents qui arrivent de temps en temps, j'imagine que ça pète à gauche et à droite? Bien la réponse est oui, évidemment. Et alors, comment on gère ça? Pour gérer les incidents en fait, on gère ça en run, heu déjà quand je lui demande qu'est-ce que j'ai à ma disposition quand un incident survient, comment je fais en fait pour troubleshooter, comment je fais pour avoir des idées de ce qui se passe, quelles informations j'ai à ma disposition? Là, on me dit: «Tu as plein de choses». Alors, tu as, le ticket qui a généré l'incident, tu as l'alerte, qui a entré l'incident, tu as accès au log, au monitoring, au code source, à la plateforme, Kubernetes sur laquelle ça tourne, tout ça. Donc ça fait beaucoup d'informations et là, c'est pareil, je lui dis: «Écoute, je connais un peu tous ces termes, hein, log, monitoring». On va y revenir évidemment pendant la conférence, mais là, ça fait quand même beaucoup d'infos. Dans quel ordre un petit peu tout ça, ça s'articule? Comment ça se gère? Et bien, le RUD, en fait, c'est comme je disais, la prise en charge directe. Ça marche souvent par rotation. Dans notre équipe, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Parfois, ça peut s'articuler différemment. Mais nous, par exemple, on est 5 à faire du run, donc on tourne à 5, dans l'équipe là-dessus. Et donc quand on est, en run pendant la semaine, pendant une semaine, ma priorité, ce sera le direct et ma priorité, ce sera de faire passer ça avant les projets sur lesquels je travaille. Et une journée de run typique, ça commence comme toute journée, le matin. Nous, il y a un truc qu'on aime bien faire, c'est ce qu'on appelle le morning shake. C'est quelque chose qui est assez fréquent à les équipes de run, c'est globalement avoir un monitoring, un gros dashboard central, généralement du Grafana, sur lequel on va pouvoir avoir des métriques, mais très condensées et très faciles d'accès, où en un coup d'œil, on peut voir l'état global de nos services. Un coup d'œil ou presque, parce que quand on a 50 projets, il faut se coller un peu, mais l'idée c'est d'avoir pas trop de courbes et avoir surtout des chiffres avec des belles couleurs qui nous expliquent rapidement ce qu'on fait. Donc là, en vert, tout va bien, heu, en jaune-orange, il faut surveiller et en rouge, c'est peut-être un peu la sauce. Et donc voilà, ça permet déjà de savoir à quelle sauce on va être mangé pendant le reste de la journée. Ça sert à savoir aussi s'il s'est passé quelque chose pendant la nuit, et ça sert globalement à avoir une idée globale de l'état de nos services et d'avoir un aperçu pour le reste de la journée. Ensuite, une fois qu'on a fait le morning check, on va commencer à monitorer nos tickets. Donc en fait, les incidents, arrivent sous forme de tickets et donc on a une liste et qu'on surveille. Ça, c'est à quoi ressemble une semaine de run, quand ça se passe de manière plutôt calme et ça, c'est ce à quoi ça ressemble quand c'est un peu plus réaliste. Donc là, il y a pas mal de choses à voir. Il y a le message de log, il y a la date à laquelle c'est arrivé et la priorité. Ça, on va y revenir. Le premier réflexe déjà, c'est d'affecter le projet sur lequel l'incident est arrivé. Donc déjà, alors là, on le fait au fur et à mesure évidemment. Ça pourrait être automatisé, mais nous, on préfère justement bien vérifier, à la main pour pas que ce soit assigné n'importe où. D'où l'intérêt d'avoir des messages de log assez explicites où on voit là, par exemple en préfixe le nom du projet. Il y a plusieurs métriques qui sont liées au ticket, et la plus importante, c'est ce qu'on appelle le time to restore service ou time to resolve, qui est un synonyme, qui se présente, parfois sous la forme de barres de chargement comme ça et c'est le temps qu'on va mettre à résoudre l'incident et ces métriques-là, justement, j'y viens. Les 2 métriques principales, c'est ce qu'on appelle le TTA et le TRS, time to acknowledge et time to restore service. Time to acknowledge, c'est le time, le temps qu'on va mettre à prendre connaissance
du problème et surtout le temps qu'on met à montrer qu'on a pris connaissance du projet. Donc on informe le reste du monde qu'on est dessus. Alors que le time to restore service, c'est toute la phase où on va contextualiser le problème, faire le troubleshooting. Si vous ne connaissez pas ce terme, on va y revenir évidemment. Et pour arriver évidemment jusqu'à la résolution du problème. Et ça, en fait, ces métriques-là, elles vont dépendre de la priorité, qui peuvent aller, alors ça dépend des équipes, mais qui vont généralement aller de P5 à P1. P5, c'est priorité 5, c'est quelque chose qui est pas très prioritaire, c'est quelque chose il y a un incident, il faut s'en occuper, ça reste un comportement anormal, mais on va avoir généralement une bonne semaine pour s'en occuper. Donc c'est assez pratique pour en traiter plus tard en parallèle. Alors que priorité 1, c'est une priorité qui met potentiellement en danger l'entreprise, laquelle là, tout le monde se met dessus, c'est la priorité absolue. C'est typiquement d'ailleurs les priorités qui peuvent nous réveiller la nuit. Là, on va plus s'accentuer sur le run qui se passe de jour, mais c'est typiquement ce qui sonne la nuit. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, on a donc une liste d'incidents. Quand il y en a un qui arrive, le premier réflexe, comme je disais, c'est de remercier le projet. Et aussi, il y a un truc, c'est que la priorité, ça dépend aussi ça des équipes, mais généralement, ça va être automatiquement mappé par rapport à l'alerte qui sonne. Et l'alerte, c'est pareil, on y reviendra. Un bon réflexe, c'est de regarder à la main aussi bien ce qui se passe et ne pas faire confiance tout de suite à l'alerte, mais enfin à la priorité de l'incident, vérifier la criticité de l'alerte. Là, en l'occurrence, on va dire que le projet S vient d'arriver. On se dit que c'est une P5 parce que c'est un projet qui habituellement ne crée pas beaucoup de problèmes, mais on voit qu'en fait, il y a des utilisateurs qui sont impactés et qu'il y a des humains qui sont littéralement bloqués. Donc on va le passer en P2 et là, ça devient la priorité absolue. C'est un peu comme ça qu'on gère nos priorités quand on fait du run. Et tout ça, c'est pas tout ça, ça se résume pas à ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait du run, c'est pas juste on est dans son coin, on vérifie des courbes, on vérifie les tickets et on gère les incidents. Être de run, c'est avant tout être le point de contact de son équipe. C'est-à-dire que quand d'autres équipes, en général, quand on travaille dans tout un écosystème, on travaille avec plein d'équipes qui travaillent avec nous. Et le but, ça va être d'être le point de contact. Les gens sauront que c'est vous qui vont devoir contacter s'il y a un problème avec l'un des services dont votre équipe est en charge. Donc, à quoi ça ressemble le troubleshooting? Le troubleshooting, en fait, on commence par arriver sur un ticket. Donc, on a accès au ticket. Donc là, il y a plein d'informations qui sont là. On a le projet, on a à qui c'est assigné, on a une description rapide qui est généralement définie par le message de l'alerte et le message de log d'erreur. Les messages d'erreur, en fait, enfin les messages de log d'erreur, en bonne pratique, généralement, on va être séparé en 3 parties. On a un préfixe avec le nom du projet. On a ensuite une très courte phrase, genre 2-3 mots qui décrivent ce qu'on était en train d'essayer de faire. Là, en l'occurrence, on essayé de créer un utilisateur. Et ensuite, il y a l'erreur sous-jacente. Donc là, c'est une 403 sur un post sur un endpoint API. Et on a aussi l'Alert Manager qui gère les alertes qui ont entraîné les incidents. Ça permet d'avoir plus de détails sur l'alerte, la stack trace et notamment l'occurrence des alertes si ça a déjà eu lieu avant. Et on aura accès donc au log et au monitoring. Le log, les logs, ça justement, on va y venir sur comment bien faire nos logs. Mais quand c'est déjà bien fait, on peut voir tous les logs que notre application a lâchés. Pour rappel, les logs, en fait, c'est les traces que laisse notre application, nos microservices au cours du temps. C'est un peu les traces de pas qu'ils laissent et ces signes de vie. Et là, on peut voir des logs d'erreurs qui ont popé parce qu'il s'est passé des choses. Et quand on a un bon système de logs, par exemple Greylog ou autre, quand c'est stocké sur des stacks un petit peu comme Elasticsearch ou OpenSearch, on peut faire des requêtes dessus derrière en disant bah, donne-moi tous les messages qui contiennent telle chaîne de caractères. Et on peut aussi rechercher par rapport à des champs qui sont liés au message. Et les champs, c'est pareil, j'explique tout à l'heure. Et on a le monitoring. Et le monitoring, c'est une visualisation très, très, très graphique de nos métriques. Et là, on aime bien avoir des choses qui sont généralement utiles pour notre application, comme depuis combien de temps le système est en vie, est-ce qu'il s'est déjà restarté, quelles sont nos erreurs 400, nos erreurs 500, et avoir des métriques qui sont liées à notre application, comme le nombre d'utilisateurs créés, nombre de choses créées. Ok, donc là voilà, c'est un peu un résumé très rapide des outils qu'on a à notre disposition. Maintenant, on va
rentrer un petit peu plus en détail sur le troubleshooting. Le troubleshooting, en fait, il y a plein de méthodes. Moi, je vais vous en décrire quelques-unes. Je vais commencer par la méthode que je conseille le moins, mais qui est importante parce que c'est la méthode qui est un peu la plus humaine, on va dire la plus organique. C'est celle, qui est basée sur l'historique, qui est basée sur notre mémoire. Ça fait quelques mois que je travaille et j'ai déjà vu un incident très similaire se produire, ce message d'erreur, je le connais bien. Il s'est certainement passé quelque chose que je connais et si c'est pas quelque chose que moi je connais, peut-être que c'est quelque chose qu'un membre de mon équipe, lui, connaît. Alors ça, ça peut paraître sympa parce que c'est rapide, ça permet de résoudre rapidement l'incident. Et en plus, on n'a pas besoin de s'y connaître beaucoup sur le projet si c'est quelque chose que quelqu'un a déjà connu. Les défauts, qui sont assez évidents, c'est que déjà, c'est limité aux problèmes qu'on a déjà eus, mais surtout ça peut être, ça peut induire en erreur parce que c'est pas parce qu'on a déjà vu un message d'erreur passer, qu'il s'est passé exactement la même chose. Donc en fait, c'est pas quelque chose que je recommande de se fier à ça et en plus, si on apprend moins, si on connaît pas beaucoup le projet sur lequel on travaille, parce que parfois il y en a beaucoup, eh bien ça peut réduire la courbe d'apprentissage. Alors du coup, il y a 2 méthodes, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a 2 que je retiens particulièrement. Il y a le bottom up, qui est une méthode qui, comme son nom l'indique, on part du bas pour aller vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, on commence proche de la machine et on va monter les couches réseau pour aller jusqu'à l'application, pour regarder étape par étape où le problème a pu survenir. Et celle que je préfère qui est le drill down, je les mets un peu dans la même catégorie parce que je trouve qu'il y a une démarche de recherche qui est un peu similaire. C'est de partir du problème global et de creuser d'erreur en erreur pour essayer de trouver la bonne direction et de trouver quelle était la première source de l'erreur. Ça, c'est bien parce que c'est ce qui permet, selon moi, d'être le plus rigoureux. Ça permet d'identifier la route cause de l'erreur et quand on connaît pas beaucoup, quand on connaît pas beaucoup ou pas assez le projet en plus, ça permet de se former et les inconvénients, c'est que, ça prend du temps, surtout si on creuse dans la mauvaise direction. Alors je dis que ces méthodes-là, ce sont des méthodes pratiques pour identifier la root cause. Qu'est-ce que c'est qu'une root cause en fait? Heu, faire du troubleshooting, ça se résume souvent à établir la root cause analysis, qu'on appelle aussi RCA. C'est-à-dire en fait trouver les indices, trouver le chemin et trouver le chemin en fait qui a mené à l'erreur. Dire: «Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça a créé l'erreur» et c'est ce qui permet au mieux de proposer une solution permanente. Sauf qu'en fait, j'ai dit que ça pouvait se résumer à ça, mais c'est pas totalement vrai parce que être la root cause analysis, ce n'est qu'une étape du troubleshooting. Le troubleshooting, c'est avant tout restaurer le service pour l'utilisateur. C'est trouver une solution pour restaurer le service pour l'utilisateur et ensuite établir la root cause et proposer une solution. Pour ça, on va proposer, non, pardon, je voulais aussi dire que ce qui est important, c'est de se poser justement la bonne question. Quel était le problème que j'essayais de résoudre à la base? Quand on a un problème qui survient, est-ce que résoudre l'erreur, c'est ça le problème que je veux résoudre? Ou est-ce que c'est trouver un moyen de restaurer le service au client? Pour ça, je vous propose 3 cas pratiques, qui sont un peu différents. C'est des cas un peu déformés de ceux que j'ai déjà rencontrés, mais que j'ai un peu déformés déjà pour pas raconter les problèmes, exacts que j'ai rencontrés, mais aussi pour les raconter différemment. Là, on va sortir un petit peu du RUD, on va parler d'un cas typique d'astreinte de nuit, un incident qui survient la nuit, donc un problème critique, un problème urgent. Là, le problème, c'est on a un site web qui d'un coup devient très lent, voire, des requêtes qui passent pas pour plein d'utilisateurs. Donc ça nous réveille la nuit, il est 4 heures du mat, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un site web, qui a un très fort trafic. Chaque minute, de downtime, nous coûte de l'argent, donc il faut réagir vite. Ce qu'on va faire, c'est déjà regarder, essayer de voir d'où vient le problème. Je regarde le projet, c'est un projet que je connais, je sais que c'est un site web dont le back-end est load balancé sur 3 machines et que c'est censé bien tourner comme ça a toujours bien tourné. Et là, je remarque, qu'il y a 2 machines qui sont à peu près down. Elles sont pas tout à fait down, elles sont pas coupées, c'est pour ça que ça continue à load balancer dessus. Juste quand je me connecte dessus, soit j'ai du mal à connecter dessus, soit j'y arrive pas, soit j'y arrive, mais c'est extrêmement lent et en fait, j'ai pas vraiment la main dessus. Donc on a 2 machines qui sont par terre et une qui marche bien. J'ai pas la moindre idée de pourquoi, mais c'est ce que j'observe. On va regarder un petit peu
le monitoring et je vois qu'effectivement, j'ai un gros pic d'erreur 500. Un bon réflexe, c'est de savoir, OK, ça va pas, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tout ne va pas? Est-ce que ça va pas pour tout le monde? Et donc là, je regarde les messages de sang et je vois et je vois qu'il y a quand même des choses qui se passent bien. On a un peu moins de sang qu'avant, heu, mais ça continue globalement à tourner. Donc déjà, c'est pas mort pour tout le monde. Je vois par contre que la tendance a énormément augmenté, c'est effectivement ce qu'on m'a remonté et quand je regarde les logs, je vois plein d'erreurs qui pop, des erreurs 500 principalement, et je vois que c'est lié à des instances, là en l'occurrence instance B, instance C, et je vois que c'est tout le temps les 2 mêmes. Ça a l'air de coller avec le fait qu'il y a 2 machines qui sont par terre et alors moi, j'arrive dessus, je ne sais pas forcément comment résoudre, ce problème. La route cause, elle a l'air assez compliquée à remonter. Moi, ma priorité, ça va être de restaurer le service pour l'utilisateur. Donc du coup, ce que j'ai essayé d'observer un peu le comportement des machines et finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connecté au load balancer et j'ai juste coupé la liaison avec les 2 machines cassées pour tout mettre sur une seule machine. Alors évidemment, si le balancer il existe, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a besoin de répartir la charge, donc c'est certainement pas une solution, une bonne solution, mais c'est une solution suffisante déjà pour restaurer les services pendant la nuit. Et quand je regarde ensuite ce qui se passe, je vois qu'on a une baisse d'erreur 500, et globalement, ça se passe mieux. On a plus d'erreurs. On a par contre une latence, qui reste toujours assez haute parce qu'on a une machine qui est en train de se faire défoncer par toutes les requêtes. Donc le service, il tient sur une jambe, mais il tient quand même. Et là, on peut gérer son hypercare une demi-heure, 1 heure pendant pour regarder ce qui se passe et après je repars me coucher. Le service est restauré pour la nuit et on va pouvoir tous regarder tranquillement le lendemain matin avec toute l'équipe pour pouvoir proposer une solution définitive. Un autre cas un petit peu intermédiaire. Bon, j'ai entendu le bruit de mon casque qui s'est éteint. J'espère que ça marche toujours. Si jamais, on ne m'entend pas, faut pas hésiter à me le dire. Donc un autre problème, heu, un site web qui devient d'un coup très lent. Heu, donc encore pareil, mais cette fois-ci, c'est pas tout à fait pareil. Je vois des gros pics d'erreurs 500, et donc ça a l'air de fonctionner, mais ça a l'air assez ponctuel. Moi, quand je vois des gros pics, le 1er réflexe, c'est de vérifier déjà si on s'est pas attaqué, mais là, ça ressemble pas trop parce que c'est des pics qui sont assez ponctuels et quand je regarde, les messages, je vois que cette fois-ci, ça concerne des problèmes de base de données. Je vois des erreurs de log qui disent, «Database connection failed», donc je me dis que c'est ça mon problème. Je regarde donc les métriques liées à ma base de données et je vois qu'effectivement, il y a des gros pics qui correspondent à ça et donc, d'un coup, en fait, on a quelque chose qui a l'air de dépasser notre rate limiting habituel. Donc je comprends pas comment ça se fait. Est-ce que d'un coup, il y a eu des requêtes bloquées qui sont arrivées d'un coup? Est-ce que c'est un utilisateur en particulier qui peut poser problème? Donc je vais regarder les requêtes réparties par utilisateur et je vois qu'effectivement, il y a un utilisateur qui est en train de faire 10 fois plus de requêtes que tout le monde et ça dépasse le rate limiting. Alors donc en fait, au final, c'est pas un problème qui est si grave que soit, que ça, mais ça a quand même déjà l'inconvénient de nous réveiller la nuit et l'autre inconvénient, c'est que, s'il y a d'autres utilisateurs qui, eux, font des requêtes pendant ce burst de requêtes, bah, ils auront des requêtes qui passent pas non plus parce qu'on dépasse le rate limiting. Donc la solution d'urgence, ça peut être d'augmenter le rate limiting pour dire: «Bon, bah, on voit que ça dépasse, mais pas d'énormément non plus, donc on augmente un peu les seuils pour que tout le monde puisse continuer à faire ces requêtes pendant la nuit» et ensuite on essaye de regarder ce qu'on peut faire et ça peut être, heu, optimiser nos connexions, utiliser du cache, faire un peu plus de scaling. Donc voilà, donc en fait, ce que j'essaie de mettre accent sur le fait qu'en troubleshooting, on a d'abord des solutions d'urgence avant de proposer des fixes définitifs. Priorité, à la restauration des services et ensuite on propose des solutions pour que ceci soit corrigé définitivement. Et je terminerai sur un dernier cas qui lui est un peu plus run, un peu moins urgent et un peu plus, mener l'enquête. C'est un cas qui m'est arrivé et j'ai choisi celui-là parce qu'il
il y a une infinité de cas à présenter, mais j'ai choisi celui-là parce que c'est un des tout premiers que j'ai eu en travaillant dans mon équipe et c'est le premier qui m'a donné l'impression d'avoir été obligé de réfléchir un petit peu en dehors du cadre. Donc l'incident arrive, première chose que je fais, je acknowledge, je montre, que j'ai reconnaissance, je vois que c'est operation failed, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je regarde quand ça s'est passé, je vais regarder les alertes qui du moins l'alerte qui a déclenché l'incident. Je vais essayer d'évaluer l'impact, des dégâts avec le monitoring et ensuite je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé avec les logs. Et là, je vois que les logs, il y a marqué, hey, creating user operation failed, donc je vois que on a essayé de créer des utilisateurs quelque part. En l'occurrence, c'est un service que je connais, c'est un service qui fait, ce qu'on appelle des synchronisations. Il prend des utilisateurs à gauche et il les pousse à droite. Donc là, on a eu des problèmes quand on a essayé de pousser les utilisateurs. Donc on va regarder les erreurs et on voit qu'effectivement, donc il y a des problèmes de création d'utilisateurs. Quand on cherche dans les logs, on n'a pas que les messages, on a aussi des champs, des fields qui sont liés aux logs. Il y en a un que j'aime bien, que nous on met, c'est à l'opération. On met toujours un champ qui décrit ce qu'on était en train d'essayer de faire. Donc là, c'est en un mot clé. Et ça, ça correspond à ce qu'on voit au message, hein, c'est l'opération, c'est création d'utilisateur. Est-ce que c'est suffisant pour dire que la création d'utilisateur de ce service est mort? Bah, pas forcément. Donc je regarde un peu les autres logs. Et si on se contente pas qu'aux erreurs, on voit qu'il y a des utilisateurs qui se créent avec succès. Donc c'est pas forcément lié à l'opération, la source est peut-être extérieure. Et en fait, quand je regarde, sur un moment j'étais un petit peu perdu, je demande un petit peu d'aide, et on me dit, «Tiens regarde, si tu scrolles un petit peu dans les champs, qui sont liés au log, tu peux voir qu'il y a un champ qui s'appelle PodID. Il est pas là pour rien, s'il existe, c'est parce que normalement il y en a plusieurs. Le pod, c'est le pod Kubernetes sur lequel tourne le service, et là on voit que c'est toujours le même. Et c'est bizarre en fait, c'est bizarre de voir que, 100 des messages depuis l'incident, sont envoyés par un seul pod, alors que normalement il y en a 2 qui tournent. Ça je sais parce que je connais le projet, un minimum. Et donc je me dis, il y a peut-être si un pod ne répond pas, si un pod n'envoie pas de message, c'est peut-être qu'un pod est mort. Et effectivement, je me connecte, sur l'infracube. Je vois qu'un pod était tombé et je vois du coup tout le balancing était sur un seul pod, qu'il y avait du coup un pod qui était en surcharge. Je redémarre l'autre pod, c'est de nouveau load balancé comme il faut, le service est restauré. Quand on fait les troubleshooting, c'est important donc de scoper d'issue, c'est-à-dire en fait dire OK, ça marche pas, OK, qu'est-ce qui marche pas? Qui, quoi, où, quand, comment? Donc déjà ça voilà, c'est se poser des questions. Est-ce que ça marche pas pour tout le monde? Qu'est-ce qui marche pas? Et ensuite, quand ça arrive, c'est essayer de reproduire les erreurs et surtout si ça arrive de nuit, si c'est des incidents éthique, de pas se précipiter, sur la résolution à corps perdu, c'est déjà prendre un peu de recul et essayer de rassembler les informations le plus possible au cours du temps, qu'elles arrivent. Et notamment d'écrire, documenter ce qu'on fait en temps réel, dire, «J'ai regardé à tel endroit, j'ai fait ci, j'ai fait ça» et c'est ce qui va permettre de retracer ensuite et de partager plus facilement la connaissance aux autres et ce sera notamment très utile pour la rédaction de post-mortem. Il y a un truc d'ailleurs, qu'on aime bien écrire dans les post-mortem, c'est les Five Whys. C'est une espèce de méthodologie qui est un peu philosophique sur comment penser, quand on reçoit un incident et ça, c'est quelque chose qui permet d'ajouter un petit peu de documentation au post-mortem pour avoir un peu plus de recul sur l'erreur. Ça consiste à, quand un problème survient, se poser la question de: «OK, le problème est survenu, pourquoi?» Là, par exemple, le problème, c'est que je suis arrivé en retard au travail. Ça, c'est un exemple qu'on retrouve souvent, sur internet. Pourquoi? Parce que je me suis réveillé un peu plus tard que d'habitude. Enfin, j'ai quitté la maison plus tard que d'habitude. Pourquoi? Parce que, mon alarme n'a pas sonné. Pourquoi? Parce que mon alarme, c'était mon téléphone et qu'il était éteint. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de batterie. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de le charger hier soir. Cet exemple-là, je l'aime bien parce que, il montre que c'est intéressant de prendre un peu de recul sur le problème. Il est intéressant aussi parce que ça montre assez rapidement les limitations de ce genre
l'approche. C'est pas parce que j'ai oublié de brancher mon téléphone hier que je suis arrivé en retard au travail, et c'est pas parce que je vais le brancher aujourd'hui que je serai à l'heure demain. Mais au moins, ça permet de prendre un peu de recul. Et c'est d'autant plus explicite quand on prend un exemple qui est un peu plus concret, un peu plus technique. Là, on a un problème, c'est les utilisateurs ne peuvent plus accéder à l'application. Pourquoi? Parce qu'on a des erreurs 500 sur l'authentification. Pourquoi? Bah, parce que l'authentification et le service Authent n'accède pas à la base de données. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu s'y connecter. Pourquoi? Parce que le serveur de base de données est inaccessible. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait un changement de configuration de pare-feu qui fait que le service d'authentification, d'un coup, n'a plus accès à la base de données. Donc voilà, c'est un peu prendre du recul. Et donc, pardon. Et donc, voilà, ça, c'est un peu, j'ai un peu fait les approches que je voulais vous décrire par rapport au troubleshooting. Cette conférence, elle pourrait s'arrêter ici. Mais moi, ce que je me suis posé comme question, c'est déjà la première remarque que je me suis fait quand j'ai rejoint l'équipe, quand j'ai su que j'allais devoir faire un petit peu tout ça et surtout dans un temps assez réduit, c'est comment je vais être capable de faire tout ça, comment je vais être capable de monter rapidement en compétence là-dessus, et c'est quoi les méthodologies qui existent dans une équipe pour que ce soit facilement faisable. Quand mon chef m'a dit: «Tu dois être capable de faire du run et du troubleshooting en 3 mois», sur plein de projets que je n'avais encore jamais vus, je me suis dit, je lui ai dit que 3 mois, c'était peut-être un petit peu court. Il m'a dit: «Non, t'inquiète pas, tu vas y arriver, il y a aucun problème». Moi, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, mon chef, il a plus confiance en moi que moi en moi». Comment ça se fait qu'il a autant confiance en son équipe et autant confiance en la méthodologie qu'il a mis en place? Comment une équipe Quelles sont les bonnes pratiques pour une équipe tech, heu, pour, heu, pour, heu, pour faire des gestions d'incidents de manière efficace? Et donc je me suis posé la question et j'ai fini par tomber sur un parchemin sacré sur lequel il était écrit, dans un très vieux français: «Développe tes applications comme si tu allais les maintenir, parce que c'est le cas». En fait, c'était, la citation d'un collègue, il l'a dit en pleine visio, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça fun et surtout j'ai trouvé ça très vrai, tellement vrai que je me suis dit que ça faisait une belle transition et ça résumait bien l'idée des bonnes pratiques qui vont suivre. Donc on va commencer par les logs. On en parlait tout à l'heure. Les logs, comme j'ai dit, c'est, les signes de vie, les traces que laisse notre application, notre microservice au cours du temps. Je vais commencer par les 2 notions primordiales pour moi dans les logs, en termes de bonnes pratiques, c'est avant tout éviter le manque de données. De mon point de vue, il n'y a pas pire quand on troubleshoot que d'avoir du manque d'informations. C'est-à-dire que vous arrivez, vous voyez qu'il y a un problème, vous voyez qu'on n'a pas réussi à pousser des utilisateurs, et là vous ne savez pas quels utilisateurs n'ont pas été poussés, il vous manque la request ID, il vous manque des infos, et là vous êtes juste bon en fait pour faire un patch qui rajoute la log, redéployer et reproduire l'erreur. Ça fait perdre du temps et c'est très frustrant. Ça m'est déjà arrivé évidemment, et c'est surtout ce que je remarque, c'est qu'on développe différemment quand on a déjà géré un incident une fois dans sa vie. On se rend vite compte en fait, et de plus en plus compte de ce qui peut nous manquer comme information, et pour réussir du premier coup en fait à renseigner ce qu'il faut assez rapidement. C'est pas non plus pour autant qu'il faut tomber dans l'excès inverse, c'est pas non plus pour autant qu'il faut, loguer est-ce qu'on a mangé la veille. Si on a trop de bruit, on risque de perdre l'information, et en plus c'est pas bon pour la planète. Donc on évite le bruit, mais on, heu, on se focalise surtout sur le fait de ne pas manquer de données. Un message d'erreur, un log pardon, c'est pas juste un message, il y a un il y a il y a un niveau de log aussi. Donc, les 3 principaux, c'est info, warn et error. Info, c'est les messages d'information. C'est typiquement, pour informer, ce qu'on a fait. J'ai inséré cet utilisateur, j'ai fait telle opération, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Warning, c'est ce qu'il faut surveiller, et erreur, ce sont justement les logs qui retransmettent les erreurs du logiciel qui peuvent ou non déclencher les alertes en fonction de si l'erreur est grave. Et là, j'en ai mis d'autres, mais voilà, c'est globalement les 3 principales. Et qu'est-ce qu'on veut loguer? Alors là, ça va être compliqué d'être exhaustif, mais j'ai mis ici
celles que je considère comme les plus importantes et les plus récurrentes sur tous nos services. La request ID, c'est hyper important, les URL sur lesquelles on va essayer de taper, les informations relatives aux requêtes HTTP, la version de l'application et l'opération qu'on essaie de faire. Donc voilà, il faut que sur un log, on voit ce qu'on était en train d'essayer de faire et on voit un petit peu ce qui s'est passé. Et la request ID, c'est très important pour pouvoir remonter justement toute la stack d'appels. Alors comment on code un bon log? Et alors là, attention, je suis en train de montrer du code, mais vous en faites pas, c'est des exemples assez simples. Là, c'est un exemple tout bête où je décode un JSON pour l'insérer dans une structure utilisateur et je log une erreur si ça s'est mal passé. Et donc ça, c'est une erreur et à la fin, si ça s'est bien passé, je dis j'ai successfully processed de l'utilisateur, je mets son ID, je mets son nom et ça fait un joli log. Alors ça, c'est pas mal, mais il y a un petit souci, c'est qu'en fait, quand on fait ça, on se retrouve avec des logs qui sont certes visibles du premier coup d'œil, on a tout un message, mais c'est pas hyper optimisé parce que déjà, l'ID, j'aurais pu le mettre à gauche du message, j'aurais pu le mettre à droite, donc on n'est pas sûr d'avoir une vraie consistance dans les messages et surtout, si on veut faire des requêtes dessus, à part utiliser des des regex, je vois pas comment on pourrait faire, donc c'est pas forcément le plus optimisé. Et ça tombe bien parce qu'il y a des choses qui existent pour ça. La bonne pratique, en fait, quand on décrit des logs, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des champs, donc des fields. Et là, en fait, au lieu de mettre des informations utiles comme l'user ID, l'username dans le message, je le mets en ces champs, donc des champs en fait qui sont liés au message de log. Il faut le voir un petit peu comme des métadonnées du message de log. Et le message de log, lui, il contient juste l'information minimale, juste ce qu'on a fait. Et donc là, c'est on a processé l'utilisateur avec succès. Et donc, à quoi ça va ressembler en fait? Les messages vont tous se ressembler, ce sera des messages identiques, donc on pourra facilement les catégoriser comme ça. Mais quand on regarde dessus, on pourra avoir des informations relatives à ces utilisateurs. Et c'est ça en fait, ce sont ces champs qui nous permettent de faire ce qu'on a vu tout à l'heure, des requêtes sur les logs. Donc ça, c'est requêtes Lucene. C'est une façon plus simple de faire des requêtes comme ce qu'on peut voir sur Elastic. Et donc là, je peux rechercher tous les messages qui contiennent la chaîne de caractères user processing success pour l'utilisateur 42 et comme ça je peux très facilement retrouver le log de cet utilisateur en particulier. Et donc là, je vais s'imaginer quand on a plein de champs, quand on a une trentaine, quarantaine, on peut faire des requêtes sur pas mal de choses et vraiment en fonction du besoin, en fonction de ce qu'on cherche. Donc c'est hyper utile pour aiguiller niveau troubleshooting. Et donc, les logs, c'est souvent lié au monitoring, c'est-à-dire que ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je fais un petit rappel, c'est qu'est-ce qu'on essaye de montrer avec le monitoring. Là, c'est pareil, c'est compliqué d'être exhaustif, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses qu'on peut monitorer. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est souvent donc les requêtes 400, 500, le response time, pardon, avoir un peu une liste des erreurs. C'est bien d'avoir des couleurs, voilà, d'avoir des dashboards agrégés parce que comme ça, on peut voir les courbes superposées les unes aux autres. On peut voir que la chute de message 200 coïncide avec l'augmentation d'erreur 500. Et donc, là, c'est pareil, c'est les règles hein, que je vous dis tout à l'heure, et c'est des règles assez similaires pour les logs que pour le monitoring. En vert, c'est OK, en jaune, on fait attention, et en rouge, c'est cassé. Le but, en fait, des dashboards, en résumé, ça sert surtout à communiquer l'information rapidement et d'avoir des informations très claires. Voilà, il faut vraiment qu'en un coup d'œil, on puisse voir ce qui se passe, et c'est vraiment pour moi le point d'entrée du troubleshooting. C'est vraiment l'information la plus accessible à tous qui permet de connaître l'état du service et voir ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Ça permet pas seulement d'avoir tout en un coup d'œil, ça permet aussi de faire de la détection d'erreurs et ça permet globalement d'être beaucoup plus réactif. Et qu'est-ce qu'on monitore? Et bien là c'est un peu ce que j'ai dit, mais j'ai tout écrit ici pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, c'est les taux d'erreur, les problèmes de base de données, tout ce qui concerne les requêtes, le S-check, les ressources, et globalement, tout ce qui peut entraîner une alerte. Et ça tombe bien parce que ça nous fait une bonne transition vers les alertes. Qu'est-ce que c'est qu'une alerte hein? C'est quelque chose qui sonne et qui peut déclencher un incident, c'est quelque chose qui nous dit fais attention.
Et comment ça peut se déclencher? Ça peut se déclencher de plusieurs façons. Et là, encore une fois, je suis pas du tout exhaustif. J'ai pris les 3 grosses catégories qui sont pour moi les plus importantes, mais il y en a d'autres. Il y a déjà les logs, qui est pour moi la moins intéressante, mais qui dépanne bien. C'est-à-dire on peut avoir les outils qui nous disent: «Regarde, tous les logs» et tu prends, tous les logs, sur une opération en particulier. Tu prends tous les logs sur cette même opération, mais qui concernent que les erreurs 500, où il y a écrit erreur 500 par exemple dans le message, ou si un champ, de HTTP code est 500, tu me calcules, le ratio et si ce ratio, est supérieur à 5 bah, tu déclenches une alerte. Donc ça dépanne bien, la manière un peu plus propre de faire ça, c'est de le faire via le monitoring, via des vraies métriques. Et à quoi ça ressemble? C'est à ça que ça ressemble, dans une façon qui est très classique, d'ut d'utilisation. Ça, c'est l'Alert Manager de Prometheus et donc c'est ce qu'on appelle des règles d'alerte, sur Alert Manager et le plus important, en fait, c'est de se concentrer sur l'expression, c'est-à-dire la requête Prometheus qui donne la règle de l'alerte et donc là, c'est littéralement écrit: les taux d'erreur, dont le statut est 500. Si, ce taux d'erreur sur les 5 dernières minutes est supérieur à 5 et si ce problème, persiste depuis plus de 2 minutes, on déclenche l'alerte qui arrivera avec un petit summary et une description pour avoir un peu plus d'infos et la priorité de l'incident qui découlera de cette alerte dépendra de la sévérité de l'alerte qu'on a définie, ici par exemple critical. Donc voilà, c'est assez simple de définir les règles d'alerte, on peut en faire à toutes les sauces, on peut faire des requêtes plus ou moins complexes. Là, c'est une requête qui est très simple, qui est voilà, sur des taux d'erreur 500. Et il y a aussi les alertes qui sont déclenchées directement au niveau du code. Alors quand je dis au niveau du code, ça peut être au niveau du code lui-même ou au niveau d'outils qui sont liés au code, hein, comme SonarQube par exemple. Moi, je vais me focaliser en fait sur, sur celles qui sont liées au code. Les alertes, c'est mon casque qui s'éteint périodiquement. Et donc, je disais, les alertes peuvent être déclenchées par les erreurs de notre programme. Et donc, parlons un petit peu de gestion d'erreurs. Alors là, c'est des exemples, encore une fois, en Go, parce qu'on est des développeurs Go principalement chez OVH Cloud, mais c'est une logique qui s'adapte pour tous les langages. Mais comme là, je parle de Go et que tout le monde ici ne parle pas forcément Go, je vais faire un petit rappel sur le fonctionnement des erreurs en Go et le fonctionnement des fonctions en Go. Là, je prends une fonction très simple qui fait une division et qui dit si on divise par 0, je lance une erreur. Ce qui est intéressant à savoir en Go, c'est que en Go, les fonctions peuvent retourner plusieurs valeurs, généralement deux, généralement la valeur principale et l'erreur qui va avec. Donc ouais, on ne traite pas des exceptions comme en Java, vraiment on va retourner l'erreur et on va la traiter directement. Et les valeurs de retour sont là, je retourne un float et une erreur. Et ça se traite dans une fonction main de manière très simple. Je vais faire ma valeur, virgule, mon erreur est égale au retour à la fonction. Et si l'erreur retournée n'est pas nulle, dans ce cas, je la gère. Et ensuite, si je vais faire return, bah, je peux directement mettre quand ça va bien après, et là, afficher le résultat. Donc voilà. Ça sert un petit rappel sur comment fonctionnent les erreurs en Go. Et là, je vous montre un exemple. Là, c'est un exemple de fetcher des utilisateurs dans une base de données. Donc là, c'est juste une fonction de base de données qui va faire directement un select dans une base de données. Donc là, c'est un get user. Donc l'opération qui nous intéresse, c'est celle-ci, find user by ID. Et l'erreur qui sera retournée, si on a une, c'est ici. Donc, s'il y a une erreur, on la retourne. Et en faisant ça, on va se retrouver avec des messages à base de, les messages qui seront l'erreur directement sous-jacente de la base de données, record not found. Le problème avec ça, en fait, c'est que nous, dans nos logs, on va se retrouver avec des record not found partout si ça arrive. Et cette fonction-là, c'est certainement pas la seule qui fait des selects dans une base de données. Moi, ça m'aurait intéressé, au premier coup d'œil, de voir d'où vient l'erreur. Et ça m'intéresse pas trop d'avoir une erreur qui est autant générique
alors qu'elle a été déclenchée quand même par un endroit spécifique dans mon code. Donc une bonne pratique en général, ça va être de rappeler l'erreur. Et donc cette même erreur, en fait, on va plutôt la retourner comme ça. On va dire, je retourne pas l'erreur directement, mais je retourne une nouvelle erreur que je déclare à la volée, dans laquelle j'inclus l'erreur sous-jacente. Et donc, quand on se retrouve ensuite avec l'erreur qui est renvoyée, on pourra voir fetching user record not found. Je vois qu'il y a un problème de record not found dans une base de données, mais je vois surtout que j'étais en train de le faire pendant que j'étais en train de fetcher un utilisateur. Et avec des wrappings, imbriqués, on peut avoir des messages très clairs qui nous expliquent assez rapidement ce qu'on était en train d'essayer de faire. Donc voilà, ne pas retourner les erreurs brutes et les wrapper, c'est une bonne pratique. Je pense qu'il y a pas mal de bonnes pratiques dans la gestion d'erreurs, mais je voulais en choisir une, et celle-là, c'est pour moi celle qui me marque le plus. Et je finirai par vous dire que globalement, les bonnes pratiques en équipe, ça passe par avoir des bonnes pratiques de développement en équipe, ça passe par avoir une code base un peu unifiée. Nous, on a ce qu'on appelle un archétype, vous pouvez appeler ça un skeleton, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais l'idée, c'est que quand on sait qu'on va développer plein de projets et qu'une bonne partie d'entre eux vont faire des choses globalement similaires, comme par exemple, c'est des microservices qui tapent quelque part, c'est des microservices qui font des synchronisations. On sait que tous les services vont taper dans la même CI/CD. On sait qu'ils vont consommer le même, le même Artifactory, etc. Là, on peut déjà faire tout un template en fait, où tout est déjà pré-réglé pour que chaque projet commence sur une basse scène et pour qu'on n'ait pas 40 projets qui sont faits de façon différente. Et dans la même veine, utiliser des collections de packages communes, que ce soit vous qui les ayez faites ou non, pour pouvoir justement bénéficier des mêmes features en tous les projets et pour que les fonctionnalités soient cohérentes d'un projet à l'autre. Moi, je veux qu'on gère le log et l'alerte de la même façon dans tous nos projets parce que, encore une fois, on en a beaucoup. Et si on a plein de choses qui diffèrent d'un projet à l'autre, ça va devenir compliqué pour troubleshooter. Donc voilà, ça c'est plutôt des bonnes pratiques sur comment avoir un environnement sain quand on est dans un environnement qui est très multi-projet. C'était donc la fin de cette conférence qui parlait donc de troubleshooting et de bonnes pratiques de dev liées à ça. Vous trouvez quelques sources ici. Donc là, c'est concernant le troubleshooting en général et concernant tout ce qui concerne ce que je vous ai montré niveau code. Je voulais faire un remerciement spécial à l'équipe SIA dans laquelle je travaille chez OVH Cloud parce que c'est eux qui m'ont tout appris. C'est un travail qui pourrait être difficile, mais qui ne l'est pas parce que je travaille avec des humains formidables et je tenais à leur dire. Donc, merci encore une fois à eux. Je vous présente mon chat. C'est une femelle, elle s'appelle Kimi, elle est adorable. Elle porte également le nom de mon blog que vous pouvez retrouver sur le QR code. Blog sur lequel vous pouvez retrouver 2 articles qui résument les idées que je viens de vous énoncer pendant cette conférence. Une axée sur le run et une autre axée sur les bonnes pratiques dev. Donc n'hésitez pas à le consulter, je rentre un peu plus en détail. Je vous remercie pour votre présence lors de cette conférence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que tu m'entends? Merci Seb, Oui, impeccable. Merci pour la presse, c'était très clair. Donc s'il y a des questions, ouais, c'est le moment, comme Sébastien l'a dit. Pour le moment, des remerciements, mais pas de questions qui viennent. On se laisse quelques secondes. Je vais en profiter pour vous dire que les 2 prochains talks sont annoncés sur francedevops.fr. On le fera dans quelques jours, quelques semaines aussi sur LinkedIn et sur Meetup. Mais on a déjà donc un talk sur OpenTelemetry prévu pour le 18 mars et un autre sur les attaques supply chain prévu pour le 1er avril. alors je vois la question TTRS, GTI, GTR. GTI, GTR, c'est pas une notion que j'ai l'habitude d'utiliser, donc du coup je ne sais pas, désolé. Est-ce qu'on aura une autre question avec un peu plus de répondants? Non.
Bah, écoute, s'il y a pas d'autres questions, c'est que tout était, on ne peut plus clair. Encore merci. J'espère. Je vais laisser tout le monde aller manger Heu, du coup. exactement, on va en rester là pour aujourd'hui. Encore merci. Très Merci à bon toi. après-midi et puis, à très bientôt. À très bientôt, au revoir.